J'ai fait mes études de droit et de philosophie à l'université d'Anvers. C'est un peu ma ville natale en Belgique. Et puis, je suis allé étudier aux États-Unis. J'ai fait 2 années aux États-Unis. La première année était à Yale et la deuxième année était à Harvard. Ce sont 2 universités très prestigieuses. Et je suis un peu tombé amoureux, disons, de l'approche américaine à l'étude de droit qui est beaucoup plus multidisciplinaire et ouverte que, disons, la tradition chez nous en Europe. Et après, alors, lorsque je suis revenu, je me suis marié. Okay. Et puis, on est allé ensemble avec mon épouse à Luxembourg, où j'ai travaillé pendant 3 ans comme référendaire à la Cour de justice de l'Union européenne. C'était une période fantastique, une formation, disons, vraiment excellente dans le droit européen. Et puis alors, je me rendais compte que je n'avais pas encore un titre de docteur en droit, donc je devais finaliser ma thèse de doctorat. Et ça, j'ai fait pendant 2 ans en travaillant comme professeur à l'université de Maastricht aux Pays-Bas. Donc en fait, c'était une sorte de tour Benelux. Je suis de la Belgique, on a travaillé et vécu en Luxembourg, et puis on est allé aux Pays-Bas. Et on y a resté 4-5 ans. Et puis alors en 1998, j'ai été nommé comme professeur de droit international public à l'université de Louvain. Et donc mon parcours a aussi été un tout petit peu remarquable puisque j'ai commencé ma carrière plutôt dans le droit commercial, droit des sociétés, droit financier. Après, je suis allé au droit européen et puis j'ai continué jusqu'au droit international public. Et parmi mes cours en droit international public à Leuven, j'enseignais même le droit de l'espace. Donc c'est la frontière ultime. Voilà. C'est un peu ma carrière. Comme vous le savez, il est toujours difficile de prédire des choses, surtout l'avenir. C'est un peu la blague. Mais c'est comme ça, donc on ne sait pas jusqu'où vont mener les évolutions qu'on connaît pour l'instant en Pologne et en Hongrie. Et en fait, je dois vous dire que je suis le premier pour avertir pour une sorte d'isolement de ces 2 pays. Premièrement, puisque je crois que les 2 pays ont une très riche tradition et qu'ils appartiennent vraiment à l'Union européenne. Ça, c'est hors de doute. Et ça n'a rien à voir avec, disons, les gouvernements actuels de ces 2 pays, mais ça a à voir avec, disons, les sources, les racines historiques, politiques, etc. de ces 2 pays. Mais en fait, le problème, disons, des attaques contre l'état de droit et contre, disons, la démocratie sont beaucoup plus répandues dans l'Union européenne que ces 2 cas-là. Et je voudrais un peu avertir contre une concentration trop poussée vis-à-vis de ces deux États, tandis qu'il y a vraiment des défis dans beaucoup d'autres États membres de l'Union européenne. Donc on connaît la situation précaire en Roumanie, en Bulgarie, mais il y a toutes sortes d'autres, disons, défis pour la démocratie et pour l'état de droit, aussi dans les États membres qui étaient là depuis le début, comme mon propre pays, la Belgique. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas très bien concernant le fonctionnement, disons, de la justice, concernant, disons, le monde politique. Et de toute façon, dans toute l'Union européenne, pour l'instant, on est un peu confronté avec, disons, la nouvelle ère post-truth, comme on dit en anglais. Donc, je ne sais pas qu'il y a un terme français pour ça, post-vérité. Mais donc, c'est la nouvelle époque où on voit vraiment comment, disons, les partis politiques traditionnels sont en train de perdre très très vite leur part de marché et où il y a toutes sortes, disons, de mouvements, parfois pas même des partis politiques, qui reprennent, disons, qui sont très fortement présents dans le débat, mais qui sont beaucoup plus dans les extrêmes. Il y a très peu de partis politiques qui savent, disons, conquérir encore un peu le moyen, un peu le milieu
des positions politiques. On va de plus en plus aux extrêmes. Il y a le populisme et il y a, disons, les mensonges. Et à mon avis, il y a vraiment là une autre crise fondamentale pour nous en Europe, c'est comment est-ce qu'on peut sauvegarder que les processus démocratiques soient intègres et soient vraiment d'une meilleure qualité. La responsabilité des médias, je trouve très très grande. Il faut vraiment avoir des médias critiques qui osent prendre une distance vis-à-vis du monde politique et qui osent aussi vraiment prendre position vis-à-vis des positions qui sont populistes ou même racistes. Et donc, il y a toutes sortes de dérives pour l'instant et je crois qu'on est un peu dans une phase bouleversante, disons, de l'histoire de l'intégration européenne, puisque c'est aussi un défi pour l'Union en tant que telle. Au niveau de l'Union, il y a aussi des problèmes de fonctionnement, de malfonctionnement de l'état de droit, disons, des processus démocratiques. Mais plus largement, ça fait partie d'un mouvement global. Et on voit que le populisme est à la mode, c'est aux États-Unis, en Inde, en Russie, au Brésil et tout. Donc c'est devenu un phénomène mondial. Très inquiétant. C'est très difficile, puisqu'en effet, vous mettez vraiment le doigt sur un très grand problème, c'est ce qu'un politologue anglais a appelé, disons, la grande, disons, discrépance entre les promesses, ce que l'Union promet dans ses propres traités. Voyons par exemple l'article 2 avec toutes ses valeurs fondamentales, c'est vraiment magnifique ce que dit l'Union, ce qu'elle promet de faire, de promouvoir dans le monde entier, disons les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie, les principes du droit international. Et puis il y a des crises, comme la crise migratoire, et puis il y a une sorte de solution, entre guillemets, pour cette crise. Donc ce n'est même pas un accord, c'était la déclaration Union européenne-Turquie de mars 2016. Et à mon avis, c'était une sorte de trahison, en effet, des valeurs européennes. Mais c'était le réel politisme, c'était, disons, trouver une solution peu élégante, qui à mon avis n'est pas une vraie solution à long terme, mais qui était là pour vraiment maîtriser une crise. Et là, je trouve que l'Union européenne a fait très mal aussi pour disons, améliorer le sort des réfugiés, des migrants. Voyons la situation sur les îles helléniques, c'est toujours catastrophique. Donc je crois qu'il y a là vraiment un très grand problème qui est un peu entre, disons, la politique étrangère et surtout aussi la politique à l'interne de l'Union européenne. C'est très difficile. Ça montre aussi que l'Union ne peut pas décider des choses elle-même d'une manière autonome. C'est très souvent un jeu politique très chargé entre les États membres. Et ça rend les choses extrêmement compliquées. Mais c'est très décevant, en effet. Oui, c'est dur, mais je crains que donc les procédures comme l'article 7, ça restera comme ça. Les États membres ne vont, à mon avis, pas assouplir la procédure. On est aussi un peu maintenant dans une période où on ne changera pas très vite les traités. Donc, on a eu des grandes modifications de traités dans les années 90, même encore cette millénaire. Mais maintenant, je crois que c'est tellement difficile de modifier les traités que je crois qu'on devrait vraiment plutôt essayer de trouver des nouvelles méthodes entre les États membres au niveau des institutions pour améliorer le comportement et surtout, disons, l'adhérence et le respect pour les droits de l'homme, pour l'état de droit. Disons, la procédure nucléaire de l'article 7, à mon avis, n'est pas vraiment la plus adaptée pour achever ce résultat. Je crois qu'il nous faut une sorte de modification, un changement aussi
de l'attitude des États membres. Et moi je vais le dire aussi dans mon discours, moi je crois très fort dans l'éducation. Et je crois que tout commencera avec, disons, vraiment apprendre aux gens dès le début de leur éducation qu'il y a quelque chose comme une sorte de communauté de valeurs partagées qu'on doit vraiment donner aux gens, où ils doivent vraiment prendre ça comme cadre de référence. Et ça pendant toute leur, disons, éducation sur tous les niveaux, primaire, secondaire, universitaire, etc. C'est un processus à long terme et comme on sait, les compétences de l'Union européenne dans le domaine de la politique d'éducation sont très faibles. Mais je vais quand même développer une petite argumentation pour dire qu'à mon avis, il y a des possibilités. On devrait vraiment s'investir là-dedans, puisque ça, c'est vraiment un investissement pour l'avenir.